Alors, cette lucidité-là nous invite d'abord à prendre la mesure de la mutation que connaît le monde moderne. Ça fait 30 ans comme vous que je vis sous la crise et que nous vivons sous la crise. Et si cette crise est si interminable et si protéiforme, c'est bien qu'elle n'a pas été jusqu'ici correctement analysée, comprise, et que les solutions convoquées jusqu'ici n'ont rien résolu. On ne regarde pas objectivement les vrais problèmes. On les dissimule, on les minore, et cela provoque quoi? De la haine contre les politiques et de la haine contre la politique. Or, en politique, c'est Tocqueville qui le disait, ce qu'il y a de plus difficile, et c'est vrai, ce qu'il y a de plus difficile à apprécier, à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Que se passe-t-il sous nos yeux? Nous avons d'abord, et Aurore l'a dit, Emmanuel également, beaucoup d'autres hier, une crise écologique. Le monde est fini, non pas qu'il est fini et qu'il va mourir, mais il est fini, pas inépuisable, et l'illusion d'une croissance économique justement infinie et sans espoir. Ce modèle-là est derrière nous. C'est une crise du travail. On produit plus avec moins d'emplois. Et on le voit, il n'y a plus de limite ni physique ni éthique au fondamentalisme marchand, le salariat se disloque et le chômage augmente. C'est une crise démocratique. Les indignés espagnols disaient « Tenemos voto, pero no tenemos voz ». Nous n'avons pas de voix, même si nous avons le droit de vote. Nous ne maîtrisons pas notre vie. Et c'est enfin une crise géopolitique, admirablement décrite hier par Pascal Boniface et Rachid Benzine. C'est la fin de l'hégémonie occidentale. Et réjouissons-nous, parce que le monde devient multipolaire. Encore faudra-t-il reconstruire le projet européen. Alors face à ces crises, il y a une exigence, sortir du consensus mou, sortir de la pensée unique et des solutions paresseuses auxquelles la gauche de gouvernement, celle-là, pas toutes les gauches de gouvernement, s'est trop souvent ralliée, résignée, pire depuis peu, consentante. La vie politique française connaît depuis maintenant plusieurs décennies une transformation. Elle opposait jadis des projets politiques clairement identifiés. Nos institutions, même critiquables, et il faudra les changer, organiser et réguler l'affrontement pacifique entre des projets distincts, clivés. On savait où était la gauche, on savait où était la droite. Lentement au début, puis de plus en plus vite, ces clivages se sont effacés et ont même parfois quasi disparu entre les tenants de la gauche officielle et celle de la droite officielle. Et le quinquennat de François Hollande, particulièrement sa deuxième partie, a dans ce domaine battu tous les records. L'économie, le travail, les retraites, le projet européen, les politiques de sécurité, et depuis peu, l'affirmation du primat de la question identitaire sur la question sociale réunissent dans le diagnostic et les solutions programmes de gauche et de droite dites modérées. Nous sommes ainsi confrontés inlassablement aux mêmes professions de foi, sur la rigueur budgétaire, sur le réalisme économique, et voilà que la politique est assommée par le bon sens. Les gros titres des journaux se succèdent, le bon sens commande à la France de se réveiller, le bon sens commande de faire des réformes structurelles. Pourquoi la France est-elle en retard sur ses voisins? Quand les Français consentiront-ils enfin à ne plus vivre au-dessus de leurs moyens? Voilà ce que le bon sens aujourd'hui réclame aux Français. Non seulement il les culpabilise, mais il les somme de faire des sacrifices supplémentaires. Les frontières entre la gauche et la droite s'effacent donc, et on nous présente cela comme un progrès, parce que cela permettrait une forme consensuelle de démocratie. C'est absurde. C'est absurde parce qu'il est absolument naïf. Il est même scandaleux de penser que les conflits d'intérêts et les rapports de force auraient disparu dans une société paisible, uniforme, où chacun travaillerait dans l'intérêt de tous. Qui ne voit pas, même si ce n'est pas le cas tout le temps, que dans une entreprise, il y a des conflits d'intérêts évidents entre l'actionnaire et le salarié, et parfois même le chef d'entreprise vis-à-vis des actionnaires? Qui ne voit pas qu'il y a des conflits d'intérêts entre le bailleur et le locataire? Qui ne voit pas qu'il y a des conflits d'intérêts entre le consommateur et les grands groupes? Ces conflits existent. Et si nous les nions, j'affirme que s'ils ne trouvent pas de projet ou de traduction dans des projets de gauche et de droite, si la gauche n'a plus aucun imaginaire à proposer, parce que la réalité serait désespérément grise et que ses dirigeants seraient définitivement assoupis, alors ces conflits, ces ruisseaux de colère iront nourrir un autre fleuve, plus impétueux, plus dangereux, incontrôlable,
Parce que là où les adversaires en politique disparaissent, ils réapparaissent sous forme d'adversaires religieux ou ethniques. Quand le conflit cesse d'être politique, chers amis, quand le conflit cesse d'être politique pour devenir moral, quand il ne sépare plus la gauche et la droite, mais le bien et le mal, il n'est plus rare que les adversaires se transforment en ennemis. Je n'y vois donc aucun progrès, j'y vois une régression démocratique fondamentale. Je dénonce donc comme une régression démocratique cette idéologie du consensus qui jure, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, que la déchéance de nationalité soit la réponse symbolique qu'il fallait apporter à une opinion en demande d'ordre. Je dénonce comme une régression démocratique cette idéologie du consensus qui pousse un Premier ministre à déclarer avec candeur son amour pour l'entreprise sans distinguer les entreprises selon qu'elles paient ou pas l'impôt, selon qu'elles se soucient du bien-être des salariés ou pas, qu'elles licencient ou pas, qu'elles soient grandes ou petites. Et quand on fait des déclarations d'amour, on ne les fait pas devant n'importe qui, notamment un parterre hilar de dirigeants du MEDEF, qui, eux, aiment moins leur entreprise, pour certains d'entre eux, pas tous, que leur compte en banque. Je dénonce aussi, comme une régression démocratique, cette idéologie du consensus qui réunit gauche anticléricale et droite identitaire dans le rejet de l'islam. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Et pour paraphraser Jean Jaurès, ma conviction, c'est qu'il vaudrait mieux pour notre démocratie nous diviser sur des formules nettes que nous confondre dans des formules obscures. Chers amis, je vais vous le dire, mon projet sera sans équivoque. Il sera clair. Ainsi, chacun pourra s'y opposer ou s'y rallier sans craindre la moindre déloyauté ou inconstance. Ma gauche est confiante, comme votre gauche. Elle est confiante dans sa force, elle est confiante dans la justice et la valeur des choix qu'elle porte. Ce sera une gauche confiante que nous incarnerons. Elle, cette gauche-là, n'hésitera pas. Alors, sans doute, vous aussi avez été surpris un matin par quelqu'un qui, à la télé, vous disait « Eh oh, la gauche !» Et moi-même, j'avoue, pourtant j'étais parfaitement réveillé, comme tous ceux qui, la nuit, debout, débattaient, le jour, marchaient, parfaitement réveillé, et j'ai entendu à mon oreille quelqu'un me dire « Eh oh, la gauche !» Parce que je serais, comme d'autres, un homme de gauche léthargique, assoupi, fatigué, et qu'il faudrait me réveiller pour que je comprenne quoi ? Pour que je comprenne ce que je n'ai pas compris, que tout ce qui se passe depuis 2 ans est bon, et quand ce n'est pas bon, que tout ce qui se passe depuis 2 ans est moins pire. Moins pire que Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'on revendique aujourd'hui fièrement dans les cabinets ministériels ou au bureau national du Parti socialiste. Écoutez son premier secrétaire, il a dû parler ou parle en ce moment. Ce qu'on chuchote un peu plus dans les sections socialistes, parce qu'on n'est pas très fiers de n'être que moins pire. Mais qui ne voit pas dans cet argument le principal échec de ce quinquennat ? Qui ne voit pas dans cet argument la marque évidente de ce qui est la raison d'être de la gauche ? Faire moins pire que la droite, ça veut dire quoi ? Accepter la fatalité d'une société qui se délite alors qu'elle n'a jamais été aussi riche et aussi éduquée. C'est renoncer à la vocation de la gauche de faire de la recherche de l'égalité, du progrès collectif, de la coopération, de l'émancipation des individus, des causes qui transcendent, exaltent et glorifient l'action politique et démocratique. Il y a dans ce misérable argument, je trouve, faire moins pire, une blessure infligée à notre histoire collective. Même sans espoir, la lutte est un espoir, écrivait Romain Rolland. Les Français sont lucides, ils n'attendaient pas tout de nous, et ils n'attendaient pas tout du président de la République. Ils n'attendaient même aucun miracle. Et dans une France qui était traversée par les peurs,
Ils ont désespérément cherché le lutteur dans leur président de la République. En vain, et je le regrette, ils ne l'ont pas trouvé. La moitié des Français jugent vivre aujourd'hui moins bien que ses parents. 2 Français sur 3 estiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. C'est peut-être moins pire, mais c'est toujours moins. Moins d'emplois, moindre droits, moins de pouvoir d'achat pour ceux qui ont déjà le moins. Et hélas, si dans certains domaines la gauche n'a pas interrompu la marche du progrès, dans d'autres domaines, j'y reviendrai, elle n'a pas interrompu la marche de la régression, parfois même elle l'a accélérée. Chacun ici voit bien que l'échec de la gauche sur le front économique et social a une résonance forcément bien plus intense que le même échec de la droite 5 ans plus tôt. Statistiquement, on dira sans doute que la gauche n'a fait ni beaucoup moins bien, ni bien mieux que la droite sur le plan de l'emploi, et les quinquennats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande s'achèveront l'un comme l'autre par des centaines de milliers de chômeurs en plus. Mais là où est la différence, c'est que la droite échoue sur ses solutions. Elle échoue sur son programme. Et nous aurons échoué. Parce que je dis nous et que c'est un échec collectif, en tout cas de ceux qui ont fait confiance en François Hollande. Nous aurons échoué faute d'avoir tenté de changer de politique, alors que nous avions été élus pour cela. Nous avons ajouté à l'échec économique et social une forme de défaite morale. Car regardons la situation en face. Nous avons placé l'extrême droite française dans la situation inédite et historique de conquérir le pouvoir par les urnes. Et ceci grâce au soutien des franges les plus populaires de l'électorat. Parti de 18% en 2012, le FN s'est installé depuis à plus de 25% et pourrait frôler, selon les enquêtes d'opinion, les 30% dès le premier tour des élections présidentielles de 2017. Voilà le plus terrible des bilans depuis 4 ans, car il place la France et sa jeunesse en premier lieu devant un danger considérable. Face à ce péril, rien ne serait pire, je le dis, et oh le gouvernement, de mettre la tête sous le sable, muré dans le déni et l'arrogance.